Merci. Alors, je vous prie d'indiquer si jamais il y a des problèmes avec le son, avec la traduction. Donc, hier, nous avons eu ce devoir et ce serait bien d'avoir des retours et, et je pense que Pranchat a dit de faire 20 fois une minute. C'est vrai que ça fait que 20 minutes, mais déjà 8, ce serait bien. Donc, s'il y a des questions, elles sont bienvenues. Et ce que nous pratiquons, c'est cette idée d'être des visiteurs. Et puis, il y avait aussi, si jamais vous aviez la possibilité de raconter l'histoire de l'homme qui s'accrochait à la branche. Donc, ce serait bien de savoir comment tout cela se passe. Alors, j'aimerais partager avec vous cette pensée d'Einstein. Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à réfléchir aux solutions. Et quelque part, cela s'est rapproché d'hier parce que nous avons passé pas mal de temps à réfléchir aux problèmes de la manière dont nous voyons ce monde physique en créant des attentes et des attaches, alors qu'il est vraiment fondamentalement imprévisible. Et à ce moment-là, la solution, ce serait vraiment qu'on puisse comprendre la situation à un niveau plus élevé. Et à présent, je vais passer la parole au prochain et je suis très enthousiaste à entendre vos questions et vos commentaires. Prashanti, j'apprécie beaucoup cette pensée. Si jamais j'avais 1 heure pour résoudre un problème, déjà, comprendre le problème, ce serait le plus important. De même que pour un diagnostic, c'est l'élément clé avant de commencer un traitement. Et c'est le cas pour nous dans le monde aujourd'hui. Nous devons vraiment comprendre quel est le problème, alors que tout le monde aujourd'hui est vraiment occupé à essayer de l'arranger. Et ce que nous voyons présentement, c'est que c'est important d'essayer de comprendre ce gros plan et de comprendre notre voyage. Et il y a une belle histoire qui vraiment démontre comment nous avons 2 options. Et donc, cette première option qui serait de s'accrocher à ces branches et de passer notre vie à paniquer, ou d'expérimenter la sécurité d'abord et ensuite d'utiliser les branches pour jouer. Ce sont les 2 options que nous avons et nous avons essayé d'en parler. Et au cours de cette discussion, nous avons utilisé des termes comme le lien, les attaches. Nous comprenons à présent ce que cela veut dire. De même, ce que cela veut dire, la ligne de l'ignorance et la spirale de dégradation. Et même les histoires que nous avons racontées, ils nous donnent une structure à partir de laquelle nous pouvons bâtir notre réflexion pour que notre semaine soit plus profitable. Alors, pour intégrer ceux qui auraient raté, une partie de la session, je vous propose d'aller vraiment dans les révisions, dans les enregistrements, parce qu'effectivement, c'est là la base. Donc, nous allons continuer sur notre sujet à partir d'un autre angle.
Mais quand même, ce serait nécessaire de revoir le sujet, dont on a discuté hier. Donc, tout comme hier, je vais utiliser un tableau. Donc, nous avons vu le voyage du voyageur invisible. Nous avons représenté le monde physique en entier par ce rectangle. Et il y a le voyageur qui traverse ce monde. Et déjà, c'est bien. À présent, alors, voyons le modèle spirituel complet de ce monde. Parce que si le voyageur invisible est un visiteur, alors il appartient à un monde. Alors, quel est le modèle spirituel? Ce modèle nous dit que le monde physique, en réalité, c'est une scène. Et vous rappelez la citation de Shakespeare que le monde est une scène. Alors, on va dire que le modèle spirituel commence avec Shakespeare. Donc, ce monde, c'est une scène. Et si c'est une scène, il faut qu'il y ait les rideaux des deux côtés. Et une question pour vous. Spécialement ceux qui n'ont peut-être pas entendu cette question auparavant. Donc, si c'est une scène et qu'on a les rideaux et donc on a une pièce qui est en train de se jouer, donc qu'est-ce que c'est que ceci, ce que je viens de dessiner? Dit Prashad. Dans ce modèle spirituel que nous essayons de représenter. Qu'est-ce que c'est que vous voyez ici? Les réponses, un acteur, une pièce. Donc, d'autres réponses, une personne, un corps sur la scène. Alors, Prashad continue. Dans le modèle spirituel, l'acteur n'appartient pas à la scène. Il vient sur scène et il met ce que nous voyons ici, qui est un masque. Et ce masque, il l'utilise pour jouer un rôle. Donc, ici, ce que nous voyons, c'est vraiment cette forme, ce masque que l'acteur utilise. Et puis, sur la scène, il y a d'autres personnages comme Cendrillon, ses méchantes sœurs. Et puis, il y a des intrigues qui se passent sur la scène. Et donc, le modèle spirituel présente la situation ainsi. Le voyageur invisible est l'acteur invisible. Et il vient performer un rôle et il arrivera un moment où il aura à quitter la scène. Il ne va pas rester ici indéfiniment. Donc, il y a la sortie de l'acteur. Et il appartient à un monde au-delà. Donc, nous allons essayer de redessiner ce sketch. Nous allons voir qu'il y a un monde beaucoup plus grand où et de l'autre côté, la performance de la pièce de théâtre avec différents personnages
et des intrigues. Vraiment, vraiment une pièce très riche, mais cela demeure une histoire. Et l'acteur invisible, eh bien, lui, il appartient à l'autre monde. Et en fait, nous appartenons tous à ce monde. C'est la maison des voyageurs invisibles. Ce monde, il est éternel et, et les acteurs invisibles, eh bien, ils sont immortels. Ce monde, il est très différent du monde physique. Ce monde physique, comme nous le voyons, c'est un monde d'action, de son, de changement, c'est sa nature. Et il y a une commotion, mais continue, qui s'y passe. Et c'est ainsi que cela doit être. Mais à la maison, c'est différent. C'est un monde de silence complet, de calme complet. Ici, dans le monde physique, tout a une fin. Mais à la maison, tout est éternel et rien ne change et tout est sécure, sûr. Et c'est là que nous appartenons tous. Mais nous ne restons pas à la maison indéfiniment et nous venons sur scène et nous réalisons notre voyage. Donc voilà le modèle complet. Donc, essayez de voir cette vue d'ensemble. Si nous ne voyons pas, si nous ne voyons pas cette vue d'ensemble, si nous voyons l'éléphant, si nous ne voyons pas l'éléphant, mais que nous voyons seulement la queue de l'éléphant, on peut se dire qu'en fait, c'est un éléphant, il est laid. Mais si nous voyons l'éléphant en entier, nous pouvons voir que c'est une créature magnifique. Donc, c'est pareil ici. Si nous arrivons à voir les choses complètement, nous voyons que, en fait, tout est parfait. Donc, dans ce modèle, nous allons utiliser deux mots, de nouveaux mots. L'un, c'est paras. Et ce sont deux mots qui désignent en fait l'intellect. Et le deuxième, c'est patar. Patar, c'est un intellect grossier et paras, c'est plutôt un intellect raffiné qui voit les choses subtiles. Si j'utilise l'intellect paras, alors ce que je vois à ce moment sur l'écran, on le verrait vraiment de manière naturelle. Ce ne serait même plus un modèle. On considérait que on est des acteurs dans une pièce et on aurait vraiment une attitude paras qui comprend le gros plan et qui arrive à saisir ce que c'est l'immortalité. Il arrive à voir le subtil. Et vraiment, il arrive à voir le contexte complet, l'histoire, la pièce et le monde au-delà. Mais quand on utilise l'intellect patar, qui est grossier, il n'arrive vraiment pas à aller au-delà de l'histoire. Il est coincé dans l'histoire. Et il n'arrive même pas à voir que, en fait, c'est une histoire. Il n'arrive pas à voir que la pièce, c'est une pièce. Il est noyé dans cette pièce. Et c'est ce qui se passe avec l'intellect patar. Présentement, nous évoluons dans une culture patar. Si on regarde ce qui se passe sur la planète, nous avons une culture patar. Et nous sommes pris dans tout cela, dans cette histoire. Et nous n'arrivons pas à voir le gros plan. Et
En résultat, nous sommes coincés et nous évoluons avec une insécurité constante. Tout ce qui nous entoure est imprévisible et va changer et va prendre fin. Et cela nous met dans un état de panique dans le subconscient. Et on se dit que la seule manière de vraiment gérer ce monde, c'est de s'accrocher à quelque chose. Donc, dans l'esprit, comme on l'a vu, l'insécurité constante, c'est ça la norme dans la société dans laquelle nous vivons. Alors, je vous invite à poser des questions et à connecter ce qu'on voit aujourd'hui avec ce qu'on a vu hier. Une fois qu'on aura compris la base, le reste sera facile. Donc, pour revenir à Pater, il est tout le temps insécure. Il se dit que tout ce qui l'entoure, éventuellement, va prendre fin. Et il ne réalise pas qu'il y a un acteur, qu'il y a un rôle. Il pense qu'il est Cendrillon. Et par conséquent, dans son esprit insécure, cet esprit insécure le force à être dans un état de mendiant. Il est tout le temps en train de demander, s'il te plaît, satisfais-moi, donne-moi un peu plus, donne-moi un peu plus. Donc, c'est son ego qui veut toujours plus. Et comme s'il était programmé à être mendiant. Et il est programmé à se voir comme une victime. Parce que tout ce qu'il possède, éventuellement, va disparaître. Et il y en a qui ont déjà disparu. Donc, il se voit comme un potentiel victime ou comme une victime déjà. Et c'est ça sa vie. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il est. Donc, il s'accroche aux choses et il devient dépendant. Comme on a vu dans l'histoire hier, comment nous arrivons à créer des liens et à créer des dépendances. Et quand on est dépendant de quelqu'un, eh bien, on devient des esclaves et les autres sont nos maîtres. C'est comme s'il se disait, pauvre de moi, pourquoi il ne me rend pas heureux? Au contraire, il me rend malheureux. C'est vraiment un esprit d'esclave, de servitude. Donc, l'esprit devient de plus en plus mendiant, victime et esclave. Et dans toute société, ce sont là les titres les plus dégradés, mendiant, victime, esclave. Et nous choisissons cet état d'esprit. Par conséquent, nous n'arrivons même pas à voir ce monde merveilleux parce que nous sommes des êtres humains dans l'état d'esprit d'un esclave. Maintenant, l'autre option que nous avons, comme nous disons, l'option Patar, ce n'est pas la seule. Il y a aussi l'option Paras, qui permet de voir le gros plan. C'est comme si on utilisait des verres qui nous permettent de voir les choses différemment et qui nous permet de comprendre que nous sommes des acteurs, qu'il y a une pièce et qu'en fait, l'acteur est toujours sécure, il est toujours... nous avons des acteurs comme par exemple un voisin qui travaille pour BBC et quand on l'appelle, eh ben, il a des rôles
des rôles différents. Parfois, il est tué dans ses rôles. Et à chaque fois qu'il est appelé, ben, il est content d'aller jouer les rôles parce qu'il est un acteur. Et voilà, ce qui arrive, c'est qu'il y a un rôle, il y a un personnage et il y a une histoire. Et tant qu'il sait qu'il est séparé de son personnage, eh bien, il n'y a pas de problème. Eh bien, c'est pareil. Cet acteur invisible, sa nature est tellement facile, mais l'intellect patar, lui, il est noyé dans l'histoire, alors que l'intellect paras, il sait qu'il est cet acteur invisible et il sait qu'il est immortel et il sait qu'il est tout le temps sécure. Et avec cet esprit, tout change. Cet esprit, c'est un esprit noble, opposé à celui que nous avons vu plus tôt. Et nous allons voir cela avec plus de détails, nous allons plus expérimenter. Est-ce que vous avez des commentaires? Il faut ajouter que dans cet esprit, Paras, il n'y a jamais de mendiant, jamais de victime. C'est comme dans l'histoire, même s'il y a de la peine, eh ben, cela va prendre fin. Et puis après, c'est un jeu, c'est un amusement. Donc, jamais il ne va se voir comme une victime. Donc, c'est comme ça. L'acteur invisible qui a un intellect paras, il sait qu'il n'est jamais victime et il n'est jamais mendiant, il n'est jamais esclave. À l'intérieur, il est sécure, il est confiant. Alors, ce serait bien d'avoir des commentaires, si vous en avez. Ça reprend, c'est intéressant la manière dont tu as commenté qu'est-ce qui serait mieux pour rester dans l'état paras. Qu'est-ce qui permettrait de mieux rester dans l'état paras? Et Prochain te répond, pour rester dans l'état paras, eh bien, c'est comme bâtir des muscles. Chez nous, il y a à la fois paras et patar. Plus nous utilisons le paras, plus il va se renforcer. Tout comme nous avons différents muscles et que ce sont les muscles que nous utilisons qui se renforcent. Les muscles que nous n'utilisons pas, eh ben, ils s'atrophient. Et donc, c'est pareil ici avec l'intellect paras. Pendant longtemps, nous n'avons pas utilisé notre intellect paras. Nous n'avions même pas le concept de cet intellect paras. Parce que nous l'avons dit, notre culture, c'était la culture patar. Et toutes nos institutions, médecine, sciences, politique, tout est vu au niveau patar. C'est ainsi que les choses sont aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle option de mieux comprendre ce jeu et alors comprendre qu'il faut construire les muscles de l'intellect paras. Tout comme une personne qui court 100 km aujourd'hui, il peut peut-être pas encore courir un marathon, mais peut-être que dans un mois, il va pouvoir courir plus et peut-être alors courir un marathon. Nous devons avoir un point de départ. Hier, nous avons parlé d'1 minute. Donc, de passer 1 minute dans cette perspective de paras. Et si vous arrivez à faire cela, eh bien déjà, complimentez-vous.
voyez le gros plan. Et, et nous avons dit cela hier. Il faut que nous essayions de saisir le subtil. Et pour l'intellect paras, tout ce qui est subtil est naturel. L'éternité est naturelle. Et plus nous le faisons, et plus ça deviendra facile. C'est si beau, comme nous l'avons dit hier, parce qu'on se libère de la peine. Et à ce moment, c'est le signe qu'on est sur la bonne direction. Tout comme si je suis dans une posture et que dans cette posture, il n'y a pas de douleur, donc ce qui veut dire que c'est la bonne posture. Par contre, s'il y avait de la douleur, ce serait la mauvaise posture. Donc voilà, si l'on vient dans cette posture, la posture de l'acteur invisible, et qu'on réalise qu'on devient libre, qu'on se libère de l'esprit de mendiant, cela devient évident. Même si alors l'esprit mendiant, c'est de la douleur. Et si on arrive à s'en libérer, eh bien, c'est comme si la vie devenait amusante et c'était une vie de célébration. C'est pas un processus très long. Commencer avec 1 minute et déjà avoir un petit coup d'œil là-dedans et on aura l'occasion de jouer à chaque fois à nouveau avec. Il y a quelques questions, Sarah dit. Est-ce qu'on peut toujours ressentir si on est dans l'intellect paras? Et la réponse de Prashant, oui, comme nous l'avons dit, l'essentiel, c'est vraiment d'expérimenter et plus on le pratique, c'est plus l'expérience sera longue et le changement est garanti. Une autre question, comment peut-on gérer les personnes avec un caractère narcissique? Est-ce qu'il faut alors se taire? Et la réponse de Prashant, eh bien oui, parce que l'essentiel, c'est de se concentrer sur soi et faire silence. Effectivement, c'est une bonne manière de réagir. Et Sarah rajoute que oui, cela nous permet de faire une pause et de réagir avec tolérance. Et à un moment de la durée, on ne sera plus affecté par ces situations. Prashant reprend. Nous pouvons essayer de changer les gens, mais si la situation nous affecte, c'est-à-dire que il faut d'abord voir pourquoi cela nous dérange. Et il y a toutes sortes de situations, par exemple s'il pleut et la pluie avec lesquelles nous devons gérer, mais c'est à nous de voir comment est-ce qu'on peut le faire sans que cela ne nous affecte. Aussi, c'est important de se dire qu'on ne veut pas changer la personnalité des gens à ce stade. Alors, je n'ai pas entendu la question que Sarah a posée. Alors, la réponse de Prashant, nous avons tous l'option d'utiliser l'intellect paras et nous savons quand nous l'utilisons. Une autre question de Sarah. Si nous nous concentrons sur nous-mêmes sans changer les autres, comment pouvons-nous gérer les situations où les autres sont frustrés par le fait que nous ne réagissons pas? Est-ce qu'on doit les
les apaiser. Et la réponse de Prashant, c'est que dans ce voyage, nous ne pouvons jamais vraiment satisfaire les gens, surtout avec un esprit de mendiant ou encore d'esclave. Nous ne pouvons pas satisfaire ces esprits-là. Donc, ne pas prêter trop attention au fait que les autres aient des attentes et des demandes. Si vous êtes dans la bonne direction, continuez et avec le temps, tout le monde se retrouvera et sera satisfait. Et Sarah rajoute, oui, c'est vrai, dans notre propre expérience, on le voit qu'essayer de satisfaire les autres, cela ne résout rien. Une nouvelle question, est-ce que nous sommes des visiteurs dans ce monde? Et la réponse de Prashant, c'est que oui, nous sommes des visiteurs. Et s'il y a une sortie, c'est qu'effectivement, nous sommes des visiteurs. Et ce que nous essayons de faire, eh bien, c'est d'arriver à cet état de vérité. Et nous sommes à la maison quand nous sommes dans le monde subtil. Là, nous ne sommes pas des visiteurs, mais dans le monde physique, oui, nous sommes des visiteurs. Et la question de Sarah, est-ce que nous avons choisi de venir ici? La réponse de Prashant, peut-être que nous avons choisi, peut-être que nous nous sommes aussi retrouvés ici. Certaines personnes demandent pourquoi nous sommes ici. Et un philosophe a répondu, il y en a peut-être qui ne sont pas venus dans ce monde et pourtant ils ne posent pas la question. Seulement ceux qui sont dans ce monde demandent pourquoi ils sont ici. Une nouvelle question. Quelle pratique peut nous aider à avoir un esprit paras? Et la réponse, une chose simple que nous pouvons commencer à faire, c'est de dessiner comment nous voyons les choses en face de nous et le garder sous les yeux dans notre chambre pour nous permettre de voir le gros plan et d'inscrire également les mots qui sont importants pour nous comme acteur invisible et éternel, sans fin, le mot maison, des mots qui seraient importants pour vous. Et peut-être qu'avec le temps, ces mots vont changer, mais pour le moment, vraiment essayer de les visualiser afin d'avoir des petites expériences, des micro-expériences de temps en temps qui vont aider au processus d'imprégnation de cette réalité. Et peu importe ce que vous choisissez de faire, c'est ce qui va vous aider. Et ce sera ça le plus important. J'aimerais, dit Prashant, donner un nouvel exemple pour permettre de mieux comprendre. Disons que deux acteurs, dont l'un s'appelle Marie et l'autre Sue. Je prends des noms au hasard, dit Prashant. Alors, ils sont dans une pièce pour enfants. Marie joue le rôle d'un chameau et Sue est un éléphant. Donc, pour 10 minutes, ils jouent cette pièce de théâtre pour les enfants. Puis après, ils vont à la maison.
il laisse les masques sur scène et il rentre à la maison. Marie profite de la pièce. Elle sait qu'elle est mariée quand elle est sur scène et quand elle quitte la scène, elle sait qu'elle est encore mariée. Et donc, jouer cette pièce, c'est une belle expérience, un cadeau pour elle. Et elle reste sensible à cela. Par contre, si jamais Marie s'imagine être le chameau, et alors elle oublie mais complètement qu'il y a un autre monde où Marie a des parents, elle a une famille, elle a une maison. Elle oublie complètement cela. Eh ben, à ce moment-là, on pourrait dire que cette personne a franchi la ligne de l'ignorance dont on a parlé hier. Et, et à ce moment, ce ne serait pas un simple problème, ce serait un délire. Et ce délire aurait des conséquences, de la peine inutile, une perte de temps, un gaspillage de sa vie inutilement. Donc, le modèle spirituel nous dit que aujourd'hui, l'humanité, nous avons traversé, franchi cette ligne. Et nous sommes tous dans cet état patard, confus. Et la première chose que nous devons accomplir, c'est déjà de passer du bon côté de la ligne. Marie doit se réveiller et prendre conscience qu'il y a un monde à Marie et alors voir l'histoire de la bonne manière. Quand elle passe de l'autre côté de la ligne et qu'elle s'imagine être un éléphant, elle s'imagine avoir des problèmes. Alors, elle s'imagine être le chameau et alors l'éléphant devient pour elle un problème et elle se crée plein de problèmes. Et ce qui était supposé être drôle, eh ben, est devenu un problème. Et il n'y aura pas de réponse dans ce délire. C'est comme si les réponses devenaient de nouveaux problèmes. C'est dans cet état que nous sommes. Et c'est pourquoi le modèle spirituel nous permet vraiment d'aborder la base du problème et de penser avec un intellect paras. Donc, peut-être que vous entendez et que vous voyez bien cette image de Marie et du chameau et ce qui nous est arrivé. Peut-être que vous le comprenez mieux. Ça répond, oui, un moyen de rendre alors quelque chose qui nous aide, c'est ces analogies parce que nous sommes si familiers avec nos costumes. Alors, une question dans le monde physique, est-ce que les actions devraient empêcher les interactions ou les liens entre les acteurs? Alors, la réponse de Prashant, si nous approchons ce monde avec un intellect patard, avec le monde avec ses limites, alors on peut vraiment être piégé par ce monde. Parce qu'il s'imagine que vraiment ce monde, c'est son monde et il crée des liens et des attaches après l'autre. Tout cela le conduit vers la peine. C'est pourquoi
la première chose à faire, c'est de découvrir le vrai soi et ensuite de découvrir la vraie famille, ce qui représente un retour vers la vérité. Parce que c'est comme ça que nous, les êtres humains, nous avons d'abord commencé. Et alors, cela va nous permettre d'avoir la bonne attitude face à la pièce, tout comme Marie va avoir la bonne attitude vis-à-vis de l'éléphant et tous les autres personnages du début à la fin. C'est une attitude équilibrée parce qu'elle comprend de quoi il en est et elle profite de l'expérience. Et c'est un signe que nous sommes en train de sortir de cette confusion. Pour revenir, dit Sarah, à cette idée, pourquoi nous sommes ici, est-ce qu'on peut avoir des réponses basées sur notre présent et nos perceptions actuelles? Prasad répond, nous disons que nous sommes des voyageurs invisibles et que nous sommes des acteurs invisibles et que ces acteurs invisibles, ces voyageurs invisibles sont donc des acteurs. Donc, pour un acteur, alors sont également des joueurs. Donc, il y a toutes sortes de joueurs. Par exemple, il est un joueur de football. Donc, un joueur de football, il a chez lui et puis il a le terrain. Et si on dit à un joueur qu'on va lui donner une parfaite maison, mais qu'on lui demande de ne plus jouer, il ne va pas croire que c'est une vie agréable. Parce que pour lui, ce qui est important, c'est la maison, mais aussi le terrain. Il sait à l'avance qu'il peut se blesser en jouant, il sait qu'il peut se fatiguer, il sait tout cela. Mais n'empêche qu'il veut jouer parce qu'il est un joueur. Nous sommes des joueurs. Nous avons un chez-soi qui est parfait, mais nous avons également un terrain de jeu qui est parfait et c'est là où nous réalisons nos actions. Donc, nous disons que l'univers est positif. Tout est parfait, tout est équilibré dans le monde. C'est notre perspective qu'il faut corriger. Parce que tout peut être parfait, mais si je vois les choses à l'envers, alors ce qu'on voit sera déformé. Donc, c'est pareil ici. Dans la réalité, tout est bien. Nous sommes des joueurs. Nous avons un terrain de jeu qui est parfait. Hier, continue Prashant, nous avons vu l'histoire où l'homme qui s'était accroché à la branche, quand il a eu la bonne attitude, eh bien, il était capable de jouer avec ses branches. Il était dans un état de joueur. Alors, ça répond merci. J'espère que tout cela vous a aidé. Je crois qu'il y avait un commentaire sur les situations où nous expérimentons la peine physique comme dans un accident. Est-ce que tu peux présenter comment nous pouvons être dans cette situation, comment nous pouvons l'expérimenter en tant qu'acteurs?
La prochaine répond, oui, nous pouvons donner un exemple lié au sport, par exemple aux Jeux olympiques, et où il y a une personne qui doit faire les sauts. Et il a 3 essais. Et euh, au premier saut, les gens pouvaient entendre un os craquer. Et, et malgré tout, il a réalisé un deuxième saut. Et même après ça, il a réalisé un troisième saut. Bon, finalement, à la fin, on l'amène à l'hôpital et il gardait quand même un sourire. Et cela nous arrive aussi. Les choses peuvent arriver, mais si l'attitude est correcte, même la douleur devient une information, un signal pour nous. Même en ce moment, pendant que vous êtes assis, il y a des récepteurs dans vos articulations qui envoient des signaux à votre cerveau pour dire qu'il y a de la douleur. Mais vous ne le ressentez pas comme si c'était une souffrance. Vous savez qu'il faut peut-être changer de posture, mais on ne le conçoit pas comme une souffrance. Donc, c'est comme ça. Parfois aussi, on peut rencontrer des patients qui ressentent la douleur et que c'est avec beaucoup de souffrance. Eh bien, c'est pareil pour nous. Quand nous sommes dans cette spirale, eh bien, la vie devient vraiment une souffrance au quotidien. Mais si nous commençons à remonter la spirale, si nous passons de l'autre côté de la ligne, alors les sensations de douleur peuvent être encore présentes, mais la souffrance va diminuer. Plus nous nous livrons à l'attachement, plus les situations vont être ressenties comme si c'était de la souffrance, même au niveau social. Alors, Sarah reprend et il y a cette pensée de Christopher Reeves que la douleur est inévitable, mais que la souffrance, la misère est un choix. Une question rapide, pourquoi est-ce que c'est pas une connaissance générale si c'est aussi simple? Pourquoi est-ce que ce n'est pas enseigné à l'école comme avec les autres sujets comme les mathématiques? Prochain répond, c'est pour ça que nous avons dit que c'est une culture bâtarde que nous avons aujourd'hui. S'il y a suffisamment de personnes qui sont expérimentées en ce sens, ils peuvent arriver à changer la culture de cette planète. Parce qu'à travers ce modèle, on peut voir qu'il y a de l'espoir pour la race humaine et pour la famille humaine. Et que le futur peut être beau, mais il faut changer la culture. Il faut commencer quelque part. Et pour nous, notre position, c'est qu'il faut commencer avec soi. Et plus nous progressons, plus ce sera le cas, ce sera réalisé. Éventuellement, ce sera enseigné peut-être dans les écoles. Et à ce moment, à l'école, ils auront une bonne base pour continuer dans la vie. Mais ce n'est pas une chose que n'importe quel professeur peut enseigner dans un syllabus. Il faut d'abord qu'ils prennent le temps de l'expérimenter eux-mêmes et de faire les devoirs eux-mêmes et seulement après, ils pourront l'enseigner.
Et ça confirme, oui, il faut que ce soit, qu'il y a de la force derrière tout cela. Alors, est-ce qu'il y aura euh, des commentaires pour compléter? Et prochain répond, notre méditation peut devenir très simple une fois que nous comprenons ce langage paras. C'est vraiment la manière par laquelle les choses peuvent vraiment devenir très simples. C'est comme utiliser des verres. Une fois qu'on les utilise, on voit les choses clairement. Et quand on n'a pas les verres, eh bien, tout devient brumeux. Mais avec les verres, on peut voir qu'une chaise est une chaise, on peut voir les couleurs. Donc, maintenant, nous allons utiliser cette option Paras, dit prochaine. Au moment où nous allons utiliser l'intellect Paras, c'est que nous voyons le monde physique comme si c'était une histoire. On peut voir alors comme c'est une histoire merveilleuse et que tout ce qui arrive, eh bien, est une performance magnifique. En fait, qu'il n'y a pas à se plaindre de l'histoire, il n'y a pas à s'inquiéter non plus. Et il n'y a pas, enfin, il n'y a rien à pleurer dans cette histoire. L'intellect Paras est capable d'aller au-delà de l'histoire. Vous savez, l'histoire n'est pas le seul monde qui existe pour lui. Il y a aussi un monde au-delà de l'histoire, un monde de silence où les bruits de l'histoire n'arrivent pas. Un monde de calme complet, un monde sans fin. Et pour l'intellect Paras, c'est ce qui est normal. Il se sent normal dans ce monde qui est comme une extension de lumière. Un monde sans fin, qui ne change pas, éternel. C'est là la maison du voyageur invisible. C'est sa vraie maison et sa seule maison. Cette histoire, cette pièce n'est la maison de personne. Tout ce que nous devons faire, c'est d'utiliser l'intellect Paras et, et, et de voir ce monde de tout le monde, de tous, et de voir notre immortalité et de voir cela comme la vérité. Ces voyageurs invisibles, ils n'ont aucune demande pour l'histoire. Ils
ils connaissent déjà, ils savent que c'est une histoire et ils ne se sentent jamais des victimes. Ils réalisent que la vérité est magnifique, que la vérité pour tous est extrêmement magnifique, que nous sommes tous des êtres de bonheur, que nous sommes tous nobles, que nous sommes tous complets, que nous avons une grande famille et que nous sommes tous nobles. Et que nous avons, à travers cette histoire, cette pièce, un énorme cadeau, que chaque moment de la pièce est un cadeau. Chaque interaction est un cadeau. Chaque expérience est un cadeau. En continuant notre voyage, nous comprenons cette option qu'est d'utiliser l'intellect de Paras. Merci. Alors, prochain continu, j'aimerais rapidement réviser quelques éléments que nous avons vus aujourd'hui. Nous avons commencé avec le voyage du voyageur invisible qui traverse ce monde physique, qui est représenté par ce rectangle. Ce monde physique, c'est la cause de 100% de la peine que nous connaissons dans le monde. 100% de la détresse et des désirs. C'est où nous expérimentons à 100% l'ego et les vices. Et tout cela est connecté avec cette boîte. Si nous avons la mauvaise attitude vis-à-vis de cette boîte, eh bien, nous récoltons tout cela. Et plus nous descendons la spirale, eh bien, plus nous allons dans cette mauvaise direction. Et nous développons cet état d'esprit de mendiant, de victime. Nous avons une option aussi simple que cela, qui est d'avoir la bonne attitude vis-à-vis de cette boîte, ce qui va réduire la peine, la détresse, l'ego, ainsi que les vices. La qualité de la vie, c'est pas seulement avoir de l'or et d'avoir notre esprit constamment en panique. Non. Si l'esprit est noble, on n'a pas besoin d'or du tout. Et par cela, nous attendons un esprit qui est libre de toute confusion, pour lequel chaque moment est un cadeau, qu'il pleuve,
qu'il neige, chaque moment de l'histoire est extraordinaire. Et où la performance de Cendrillon ainsi que des méchantes sœurs ou du dragon, tout est bien. C'est d'un tel esprit que nous parlons. Un esprit qui peut créer le paradis à partir de l'enfer. Donc, c'est de cela que nous avons parlé. Comment rendre tout cela facile en utilisant le bon intellect ou encore en le renforçant. Et parce que s'il était déjà fort, ce serait déjà évident pour tout le monde. Mais nous devons le renforcer. Et il faut pratiquer cela, il faut faire des exercices. Et donc, revoir et avoir des rappels, c'est une bonne manière de le faire. Donc, voyez-vous en tant que des étudiants qui ont des structures et des devoirs à faire, et assurez-vous de faire les devoirs. Et Sarah plaisante en l'appelant directrice en chef. Alors, c'est extraordinaire comment nous pouvons nous enlever de cet état d'esprit de mendiant. Et comme tu viens de nous le rappeler, cette semaine, c'est une grande occasion de le faire. Alors, une nouvelle question. Comment est-ce que Paras affronte les expériences négatives? Alors, la réponse de Prashant. Alors, j'ai donné un bon exemple dans l'histoire du chameau et de l'éléphant et du dragon. Ce sont différents personnages, mais Marie, qui est l'actrice, elle voit que tout est une blague. Pour une autre personne, elle peut se demander, mais pourquoi ce dragon vient ici et se poser des questions. Mais Marie, elle sait la réponse parce qu'elle est tout le temps consciente de sa vie et que sa vie ne change pas avec cette histoire. Plein de choses arrivent à l'éléphant et au dragon dans cette histoire, mais sa vie reste la même. Et c'est pourquoi elle ne peut pas le voir de manière négative. Si cela devait affecter sa vie, oui, à ce moment, elle le verrait comme quelque chose de négatif. L'histoire n'affecte pas notre vrai monde. Donc, Paras, l'intellect Paras le sait, qu'il n'est pas affecté par l'histoire. Sarah reprend en disant merci. Est-ce qu'on peut avoir un plan de comment Paras peut lâcher prise? Enfin, elle précise, elle pense que la personne qui a posé la question voudrait peut-être élaborer comment l'intellect Paras lâche prise ou abandonne les attachements. La réponse de Prashant, c'est que il comprend. C'est parce qu'il comprend, comme la personne qui va au musée, qui a l'idée, le gros plan et qui connaît la porte de sortie, eh bien, il est capable de lâcher prise et il ne crée pas de lien. Un enfant pourrait s'attacher, mais un adulte, lui, ne s'attacherait pas aux objets d'un musée. Je peux raconter une nouvelle histoire. C'est une vraie histoire qui est arrivée à Cambridge à propos d'un petit garçon qui allait visiter
des membres de sa famille pour une fête et, et, euh, et la famille qui les recevait avait des jouets pour que John puisse jouer. Et il m'est arrivé d'aller à l'extérieur et de voir John en train de pleurer sur le gazon et avec sa mère qui essaie de le consoler et de gérer cette crise. Aussi, j'ai demandé ce qui se passait et, et la mère répond, ben, c'est parce qu'il aime ce jouet et qu'il veut ramener ce jouet à la maison. Et puisqu'il ne peut pas le ramener à la maison, eh ben, il a commencé à pleurer parce qu'il sentait qu'il avait perdu le jouet. Et il a continué à pleurer et finalement est parti en pleurant. Il n'a jamais joué avec le jouet. Il a vu le jouet, il l'a aimé, il s'y est attaché tout de suite et, et il s'est déjà imaginé l'avoir perdu. Donc, il a alors ressenti la déception et alors qu'il était arrivé content, eh bien, il est parti en pleurant. Cela, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, ah, voilà comment parfois les adultes, est-ce que les adultes en fait sont si différents de l'attitude de l'enfant? Et j'ai réalisé que non. Parfois les jouets sont différents, mais parfois nous abordons les choses, les objets avec, enfin, en descendant dans cette spirale et sans réaliser qu'ils sont dans ce gouffre où ils sont tout le temps et où ils souhaitent tout le temps plus et ils ne réalisent pas les cadeaux qu'ils ont. Ce garçon, il n'a pas réalisé le cadeau qu'il avait. S'il était sensible, il aurait réalisé, mais quel beau jouet, et il aurait joué avec, comme tous les autres enfants. Et quand il aurait fallu partir, eh bien, il serait parti. Parfois, d'autres enfants qui n'ont pas de jouets, eh bien, ils jouent avec des pierres. Et, et si jamais il n'y a même pas de pierre, eh bien, peut-être qu'on peut juste profiter du silence. C'est ainsi pour celui qui est sensible. Il profite de la vie, il profite du voyage. Mais celui qui franchit la ligne, il n'arrive même pas à profiter du jouet qu'il a en main et qui est juste en face de lui. Donc voilà, c'est là toutes les choses que l'esprit humain peut faire, que les êtres humains peuvent faire. Alors, une nouvelle question. Est-ce que l'intellect paras est celui de l'âme et Pata l'intellect de l'ego? Et la réponse, non, c'est l'âme qui a un intellect. Et, et tout le raisonnement arrive au niveau de l'intellect. Et, et Patar, l'intellect Patar, lui, nous rapproche de l'ego, alors que l'intellect Paras nous éloigne de l'ego. Nous allons approfondir cela plus après, mais c'est important de retenir que les deux arrivent au niveau subtil et que les deux fonctions coexistent. Donc, encore une question avant la pause. Comment peut-on définir
l'éternité comme concept. Alors, prochain trépan, imaginez que vous allez dans une chambre où il y a du son et puis une autre chambre où il n'y a aucun son. Donc, c'est pareil. Ce monde physique, c'est un monde du temps où tout a un début et tout a une fin, comme on vient de le dire. Donc, dans 1 minute, on va prendre une pause qui va durer 2 minutes. Et nous utilisons notre intellect pour saisir cela, pour comprendre cela. Mais imaginez maintenant aller dans une autre chambre où la notion de temps n'existe pas, où il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, c'est là la caractéristique du monde subtil, sans la notion de temps, donc sans temps, éternel. Bon, peut-être on pourra approfondir un petit peu plus après. Et prochain continue, j'allais revoir encore ces aspects que nous sommes dans ce voyage. Donc, nous avons revu cela. Nous avons vu que si nous sommes un peu imprudents et que aujourd'hui dans la société nous descendons la spirale et si nous suivons les gens autour de nous, leur idée du progrès du monde ne fait que les piéger plus dans la dépendance. Et nous ne pouvons pas dire que ça, c'est du progrès. Alors, il nous faut du pouvoir et de la force pour aller dans le sens contraire et avoir le courage de dire que je ne veux pas rejoindre la foule et avoir cette conviction que l'on veut aller dans le sens contraire. Cela peut être pendant 1 minute, cela peut être pendant 5 minutes qu'on a ce rôle de leader. Et chaque minute a sa récompense. Nous avons vu également un aspect que nous avons mentionné dans l'utilisation de l'intellect paras. Nous avons parlé de noblesse. Quand vous êtes dans cet état de lien, d'attache, on a dit qu'il y avait de l'insécurité et si on est dans le monde du chameau et qu'on se comporte comme des mendiants, eh bien, l'autre esprit, c'est l'esprit noble. Et c'est dans cet esprit qu'on est sécure, qu'on est sûr, qu'on est sain, qu'on sait que notre famille est sauve, est sûre. Et on comprend que l'histoire ne peut pas nous nuire. Et une fois que l'on comprend cela, cela fait ressortir notre grandeur. Dans l'état patar, les gens peuvent prétendre d'être gentils et de partager les cartes de Noël et les vœux. Mais
quelque part, il y a une petite manipulation pour essayer de gagner quelque chose en retour. Et cela, on peut pas s'en empêcher dans l'intellect bâtard. Mais quand on rentre dans cette perspective de l'âme, qu'on se considère comme un voyageur, eh bien, on réalise qu'on a besoin de rien, de quiconque. On n'a besoin d'aucun titre. Et quand on est dans cet état, eh bien, on expérimente l'amour vraiment authentique, le bonheur authentique et les vertus authentiques. Donc, quand on utilise le terme noble, on veut dire complet. C'est assez instable ou difficile à saisir parce on a vraiment cet esprit dépendant qui a l'habitude d'être mendiant. Mais nous pouvons essayer de faire, de créer de plus en plus, nous pouvons essayer de créer de plus en plus de minutes dans cet état de sécurité, dans cette expérimenter ces caractères ou ces caractéristiques authentiques. C'est un luxe pour la personne d'être vraiment authentique à lui-même. Et c'est lui-même qui l'expérimente en premier. Les autres peuvent l'expérimenter partiellement, mais lui, il l'expérimente vraiment à 100%. Et personne ne peut avoir une qualité de vie plus élevée que celui qui expérimente donc cet état de vertu, cet état vertueux. Thank you. Merci. Alors, nous accueillons Eric qui nous rejoint depuis New York et qui est associé au Brahma Kumaris depuis près de 36 ans et sa formation est en ingénieur civil. Il est un représentant des Nations Unies, enfin des Brahma Kumaris auprès des Nations Unies. Et bonsoir. Alors, Eric demande si tout marche bien. Sarah lui répond que oui. Je suis heureux de participer, dit Eric. Salutations depuis New York. Bonsoir. Et j'espère que votre intellect a encore un peu la capacité de réfléchir encore un peu, parce que on m'a demandé de partager avec vous quelques commentaires sur ce qui se passe. S'il y a des interprètes qui souhaiteraient que j'aille un petit peu plus doucement, ce serait bien de le signaler parce que ça m'arrive d'aller un peu vite quand je suis enthousiaste. Et Sarah précise qu'en effet, de ralentir, ce serait bien. Alors, hola amigos, à ceux qui sont en espagnol. Alors, tout va bien se passer. Quand je pense à ce que je pourrais dire en appui au thème de la retraite, j'ai pensé à une histoire sur la conscience et l'identité de soi à propos d'un aigle qui s'est confondu avec une poule. Donc,
Quand nous ne savons pas qui nous sommes, cela peut nous arriver de prendre des habitudes et des traits de personnalité autour de nous, et ce qui nous ramène à poser la question avec qui je me retrouve et de qui je prends mes qualités et comment je me vois moi-même. Et pour en revenir à, cette, à cet aigle qui ignore qu'il est un aigle et qui interagit avec des poules jusqu'à en devenir une poule, cela m'a rappelé un concept sur l'identité. Très souvent, nous pensons que nous sommes des êtres sur cette terre. Je suis fait d'argile, comme les analogies, la cendre, qui nous permettent de nous connecter avec la terre. Donc oui, c'est une manière de se voir en tant qu'être humain. Mais on m'a présenté une manière de me libérer des concepts, encore du concept limitant de la Terre. Et cet exemple était à propos de la langouste ou du crabe. Alors, c'est pas trop l'aspect des pinces, mais c'est le fait que ce sont des créatures de l'océan. Ce ne sont pas comme les poissons, mais ils vivent au fond de l'océan et c'est pourquoi ce sont des créatures de l'océan. Donc, de la même manière, nous devrions nous voir comme des créatures du ciel. Nous vivons dans ce monde et comme si nous flottions. Et si nous pouvions changer notre conscience vers cette conscience divine et de passer de cet état de pierre qui nous garde ancrés sur terre et plutôt de se voir comme des êtres du ciel, mais qui vit donc au fond ou à la partie inférieure du ciel, tout comme le crabe qui vit au fond de l'océan. Donc, ils sont, bien qu'ils soient au fond de l'océan, sur Terre, mais ils sont considérés comme des créatures de l'océan. Donc, pareil, qu'on puisse se considérer comme des créatures du ciel. Et cela, c'est lié à ce concept de l'aigle qui est donc attaché à une identité qui est limitée. Donc, si on s'identifie à notre corps, alors on est ancré sur Terre. Par contre, si on se dit qu'on est plus que notre corps et qu'on se voit comme ces créatures du ciel, alors on a cette capacité de voler. Et ma capacité de voler réside dans mes pensées et d'aller au-delà des situations et de pouvoir me transporter ailleurs. Donc, quand j'ai ces concepts de voler et d'être divin et je me vois comme un être de lumière. Il y a différentes façons de le voir. Ça peut être la conscience, ça peut être l'âme, mais vraiment se dire que je suis un être divin qui évolue donc à la partie inférieure du ciel. Parfois, on peut voir, par exemple, les personnes qui utilisent les scaphandres qui mettent donc cet équipement pour aller au fond de l'océan. Alors, c'est pour moi la même chose, le corps. C'est
C'est cet instrument qui me permet d'expérimenter au fond, mais je suis l'être qui vient de l'espace au-dessus. Donc, quand je pense à cela, cela me permet de me projeter dans cette pensée sur les ailes de la pensée, sur les ailes des pensées. Et alors là, il va un peu vite, je suis désolée. Alors, il reprend. Ça m'est arrivé de pouvoir voler vers une autre expérience. Et je maîtrise cette pratique, donc de voler avec mes pensées. Et bientôt, vous le pourrez aussi. Et je suis capable, en pensant que j'ai cette capacité, je me dis, mais où est-ce que je voudrais aller? Quel concept je voudrais visiter donc avec cette capacité? Et plutôt quel concept je voudrais auquel je voudrais m'associer. Et si je pense à la paix, est-ce que je peux me voir associée à la paix? Est-ce que je peux me voir dans la vibration de la paix? Est-ce que je peux me voir complètement dans cette idée? Et c'est comme ça que j'ai la capacité vraiment d'aller où je veux et de voler avec mes pensées parce que je suis une créature du ciel. C'est une manière pour moi de voir personnellement que je peux appliquer mes qualités à mes expériences et plus je le pratique et plus je le deviens. Quand je vais dans le monde extérieur, je veux vraiment voler et je peux aller dans différents endroits. Je ne peux pas vraiment parler, de cela personnellement, mais quand on voit le concept de l'espace profond, c'est silencieux, il n'y a rien et tout ce qu'on a, c'est les pensées que nous créons. Et je pense que c'est la même chose aussi quand je vais à l'intérieur. Je peux voler vers l'extérieur, mais je peux aussi aller à l'intérieur. Alors, je ne suis pas tout le temps connectée qu'à mon nez, mes yeux et mes différents organes ou aux choses qui les entourent. Mais je suis capable de, de me projeter à l'intérieur, devenir très petit comme un point où je m'éloigne complètement du monde extérieur, même si le monde extérieur est connecté avec mon corps. Je peux aller si profondément que c'est comme si j'étais à des années-lumière du monde extérieur. Et quand je vais à l'intérieur, comme un point, comme cette conscience, il y a aussi ce silence profond. Donc, l'expérience du silence à l'extérieur, c'est vraiment la même expérience que le silence à l'intérieur. Si j'étais un peu plus préparée, j'aurais pu vous montrer cette vidéo à propos du pouvoir de 10 qui montre une photo que l'on peut agrandir fois 10. Par exemple, une nappe. Et puis ensuite, on grandit un peu plus, on arrive à voir une partie du Royaume-Uni et puis ensuite on arrive à voir un peu plus que ça, toute la région de l'Europe. Et en étant infiniment jusqu'à être à des années-lumière de tout cela, du monde physique et tout ce qui vous entoure, c'est des points de lumière. Eh bien, on peut faire la même chose, la même pratique
mais en allant à l'intérieur. Et à ce moment, on peut voir les neutrons, les atomes. Et la conclusion, c'est que on peut s'étendre jusqu'à l'infini, on peut aller à l'intérieur jusqu'à l'infini, ce qui veut dire la même chose. C'est pourquoi on peut dire que nous sommes des points de lumière et infinis. Si je prends mon esprit et je vais au-delà, vers l'extérieur, il y a un silence profond. Et si je vais également à l'intérieur, il y a encore ce silence profond. Et c'est le même silence à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quand je commence à faire cela et que je réalise que j'ai cette capacité à m'identifier avec ma vérité spirituelle, je sais que je suis un être de lumière, un être, une créature du ciel. Et je peux voler où je veux, quand je veux. Et ce que je trouve le plus important de tout cela, c'est que je peux le faire à tout moment dans mes interactions avec les autres. Je peux expérimenter la joie, la paix, le calme. Et donc, j'essaie de pratiquer cela et de ramener ces qualités vers l'extérieur. Et ce que je trouve, c'est que même dans les situations difficiles, je suis capable de le faire de plus en plus facilement. C'est une part de qui je suis et comment je veux m'expérimenter. Alors, l'intellect de Pierre est basé sur une conscience physique et l'intellect divin, eh bien, est basé sur cette créature du ciel. Ce que nous devons faire, c'est de nous rappeler de cela. Qui je suis, comment je me vois, quelles sont mes qualités, comment je me vois d'une conscience à l'autre. Parfois, j'oublie, ce n'est pas grave, mais il faut savoir comment se reconnecter avec cela et cela nous donne un peu plus de sécurité. J'espère que j'ai transmis des pensées qui peuvent compléter un peu la retraite et j'invite les commentaires sur mes mots à propos de voler vers l'extérieur et Om Shanti, passez une bonne semaine profonde et à l'avance une bonne année de la famille de Cambridge et bonne année à partir des États-Unis. Om Shanti. Alors, ça reprend ces analogies vraiment fonctionnent pour moi et se sentir ancré, ça aide parfois, mais ça aide aussi de se sentir ancré en soi. J'aime cette idée de pouvoir zoom sur l'extérieur et zoom sur l'intérieur. Oui, Eric reprend, c'est fascinant effectivement et c'est pas juste le fait de le comprendre, mais vraiment de le faire et de le répliquer. Voler vers l'extérieur et voler vers l'intérieur. Alors, j'aimerais bien que Prashant commente sur cela. Est-ce que c'est la même chose que d'aller vers l'infini à l'extérieur et vers l'infini à l'intérieur? Il pourrait peut-être nous commenter, répondre à partir de son expérience. Et merci encore de m'avoir permis d'être
de participer. Beaucoup de gratitude de tout le monde. Merci. Om Shanti. Alors, Prashant, si tu aurais des commentaires là-dessus. Et Prashant répond. Oui, ça fait plaisir de voir Eric et de l'écouter. Et oui, c'était de très belles analogies. Nous les aimons. Celle de l'aigle. Et donc, de l'aigle qui pense qu'il est une poule, nous l'utilisons beaucoup. Et que cet aigle n'a besoin qu'un petit indice qu'il est un aigle. Et puis, ça devient son travail, son effort d'utiliser ses ailes. Alors, sur l'infini grand et l'infini petit, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Et comme tu l'as dit, dont il faudra essayer de faire l'expérience. Et oui, je voudrais bien me connecter à cela. Om Shanti. Alors, c'est le moment c'est la fin. Alors, est-ce que Prashant pourrait nous permettre de conclure et aussi nous donner le devoir? Alors, Prashant reprend. Notre principal devoir, c'est vraiment de dessiner ce sketch et qui représente le temps dans lequel nous vivons. Et si vous avez saisi, même pour une seconde, ce que cela veut dire d'être un aigle dans ce monde, alors que tout le monde s'imagine être des poules, quand nous parlons du voyageur invisible et de l'acteur invisible, et qui est dans ce monde, mais aussi dans le ciel. C'est différentes réalités pour lui, pour l'aigle, de voir le poulailler à partir du ciel. Donc, essayez de jouer avec ces différentes idées. Nos vieilles habitudes sont si difficiles à enlever. Mais au fond, l'emphase, c'est vraiment sur la qualité. Donc, vraiment essayer de créer une minute de qualité et ne pas se soucier de la quantité. La quantité viendra après. Donc voilà, c'était une très belle rencontre et nous nous rencontrerons demain. Sarah reprend. Merci Prashant, merci Eric. Nous sommes très contents d'être avec vous pour demain. Au revoir.